risqueriez d'attraper des engelures au visage et aux mains. Des engelures, répéta le vent du nord en riant aux éclats. Des engelures, rien ne me fait plus de plaisir. Mais qui es-tu, Blanc-bec, toi qui oses pénétrer dans la caverne des vents? C'est mon hôte, dit la vieille. Et si tu n'es pas content de cette explication, prends garde au sac. Tu me connais, je pense. À ces mots, le vent du nord cessa ses questions et commença à raconter d'où il venait et comment il avait passé son temps depuis tout un mois. J'arrive, dit-il, de la mer polaire. J'ai séjourné dans le pays des sources avec les Russes qui pêchent les morses. Je m'étais endormi sur le gouvernail lorsqu'ils doublèrent le cap Nord. Parfois, à mon réveil, l'oiseau des tempêtes passait sous mes jambes. C'est un oiseau bien bizarre qui donne un coup d'aile rapide, se lance en avant et puis reste étendu sans mouvement. C'est un pays magnifique. Quel beau plancher pour danser, uni comme une assiette. On y voit de la neige à moitié fondue avec un peu de mousse. Des pierres aiguës et des carcasses de morses et d'ours blancs qui ressemblent à des bras et à des jambes de géants. On dirait que la chaleur du soleil n'a jamais pénétré jusque-là. Après avoir d'un souffle éloigné les brouillards, j'aperçus une maison construite avec les débris d'un navire et couverte de peaux de morse. Sur le toit grognait un ours blanc. Puis je me rendis au rivage, où je m'amusai à regarder les nids d'oiseaux dont les petits encore nus commençaient à crier. Je soufflai à la fois dans 1000 de ces gosiers et leur appris ainsi à fermer le bec. Plus loin se roulaient les morses,
l'autruche m'a défié à la course, mais je suis plus leste que l'autruche. Ensuite, j'arrivai au désert, où le sable jaune vous produit l'effet du fond de la mer. Une caravane vint à passer. Elle doit son dernier chameau pour apaiser sa soif. Mais l'animal ne renfermait qu'une bien petite provision d'eau. Le soleil brûlait la tête des voyageurs, et le sable leur grillait les pieds. Le désert s'étendait à l'infini. Alors, me roulant dans le sable fin et léger, je le fis tourbillonner en colonnes rapides. Maintenant ils sont tous enterrés, une pyramide de sable s'élève au-dessus de leur corps. Je n'ai qu'à souffler dessus pour que le soleil blanchisse leurs os, et les voyageurs verront que d'autres hommes les ont précédés dans cet endroit. Sans cela, ils ne le croiraient jamais. Tu n'as fait que du mal, dit la mère. Marche vite dans le sac. Et aussitôt elle saisit le vent du sud par le milieu du corps et le fourra dans le sac. Il se roula par terre avec rage, mais elle s'assit dessus, et force fut aux rebelles de se tenir tranquilles. Vous avez là des fils intrépides, dit le prince. Intrépides, en effet, répondit-elle, mais je sais les contenir. Voici le quatrième qui revient. C'était le vent de l'Est, habillé en chinois. Ah, tu viens de ce côté-là, dit la mère. Je te croyais au jardin du paradis. Je n'y vais que demain, répondit le vent d'Est. Demain, il y aura juste 100 ans que je n'y suis allée. J'arrive aujourd'hui de la Chine, où j'ai dansé autour de la tour de porcelaine, en faisant sonner toutes ces clochettes. Pendant ce temps, les fonctionnaires dans la rue recevaient la bastonnade. Les bambous se brisaient sur leur dos, quoique ce fussent des gens de la première à la 9e classe. Cependant, ils criaient au milieu des coups. Nous te remercions, notre Père et notre bienfaiteur. Mais ils pensaient tout le contraire, et je faisais de nouveau sonner les clochettes qui chantaient zing, zang, zou. Comme tu es gai, dit la vieille. Il est bon que tu ailles demain au jardin du paradis. Ton éducation s'en ressentira. Bois un bon coup à la source de la sagesse. Bois un bon coup à la source de la sagesse et rapporte-moi une petite bouteille. Je n'y manquerai pas. Mais pourquoi as-tu mis mon frère du sud dans le sac? Il doit me parler de l'oiseau phénix, dont la princesse du jardin du paradis me demande des nouvelles tous les 100 ans, quand je lui rends visite. Ouvre le sac et je t'aimerai bien. Je te ferai cadeau de tout le thé dont j'ai rempli mes 2 poches, du thé bien vert et bien frais que j'ai cueilli dans le pays même. Soit, à cause du thé et parce que tu es mon petit chéri, j'ouvrirai le sac. Le vent du sud fut mis en liberté, tout honteux d'avoir été puni devant un prince étranger. Voici une feuille de palmier pour la princesse, dit le vent du sud. Le vieil oiseau phénix, le seul qui existe au monde, me l'a donné. Il y a tracé avec son bec toute l'histoire de sa vie. La princesse pourra donc lire cette biographie elle-même. J'ai vu le phénix incendier son propre nid et s'y faire brûler comme la femme d'un hindou. Quel parfum et quelle fumée ses branches sèches répandaient. Enfin, les flammes avaient tout
Est-ce que tu ne sais pas cela sur la Bible? Lorsqu'ils furent chassés, continua le vent d'Est, le jardin du paradis s'enfonça dans la terre, tout en conservant l'éclat bienfaisant du soleil, sa douce température et toute sa magnificence. Il sert de résidence à la reine des fées, et il renferme l'île de la félicité, séjour délicieux où la mort est inconnue. Tu pourras grimper demain sur mon dos, et je t'emmènerai, je crois sans difficulté, mais à présent tais-toi, j'ai besoin de dormir. Le lendemain, en s'éveillant, le prince ne fut pas peu surpris de se trouver au milieu des nuages. Le vent d'Est le portait fidèlement sur ses épaules. Ils montèrent si haut que les forêts, les champs, les fleuves et les lacs ne semblaient plus à leurs yeux qu'une grande carte géographique coloriée. Bonjour, dit le vent d'Est. Tu aurais bien pu dormir encore un peu, car il n'y a pas grand-chose à voir dans le pays plat au-dessous de nous. À moins que tu aies envie de compter les églises qui ressemblent à des points blancs sur un tapis vert. Je suis bien contrarié, dit le prince, de n'avoir pas fait mes adieux à ta mère et à tes frères. Le sommeil t'excuse, répondit le vent d'Est en accélérant son vol. Les branches et les feuilles bruissaient sur la cime des arbres partout où il passait. La mer et les lacs s'agitaient, les vagues s'élevaient, les grands vaisseaux, semblables à des cygnes, s'inclinaient profondément dans l'eau. À l'approche de la nuit, les grandes villes prirent un aspect bien curieux. Les lumières brillaient çà et là, pareilles aux étincelles qui courent encore autour d'un morceau de papier brûlé. Le prince, en comble de la joie,
ce brouillard finit par devenir aussi transparent qu'un nuage blanc et mince, éclairé par la lune. Nos voyageurs se trouvaient dans une atmosphère douce et délicieuse, comme celle des montagnes, parfumée comme celle d'une vallée de rosiers. Il y coulait une rivière transparente comme l'air, remplie de poissons d'or et d'argent. Des anguilles rouges comme la pourpre faisaient jaillir des étincelles bleuâtres en se jouant au fond des eaux. Les larges feuilles des roses marines brillaient des couleurs de l'arc-en-ciel. La fleur elle-même était une flamme rouge et jaune qui puisait sa vie dans l'eau comme la lampe dans l'huile. Un pont de marbre taillé avec tout l'art et toute la délicatesse des dentelles et des perles conduisait à l'île de la félicité, où fleurissait le jardin du paradis. Le vent d'Est prit le prince dans ses bras pour le faire passer, tandis que les fleurs et les feuilles entonnaient les plus belles chansons de son enfance. Étaient-ce des palmiers ou de colossales plantes aquatiques qui poussaient là? Jamais le prince n'avait vu d'arbre aussi beau ni aussi vigoureux. On y admirait de longues guirlandes formées par des plantes étranges entrelacées, telles qu'on les trouve seulement peintes en couleur et en or sur les marges des anciens livres de prière ou autour des lettres initiales. C'étaient de bizarres collections d'oiseaux et de fleurs. Tout près de là se tenait une foule de paons avec leurs queues brillantes et déployées. Mais le prince, en les touchant, vit que c'étaient d'énormes feuilles aux couleurs éblouissantes. Le lion et le tigre, apprivoisés comme de petits chats, jouaient dans les haies vertes et parfumées. Le ramier resplendissant comme une perle frappait de ses ailes la crinière du lion, et l'antilope, ailleurs si craintive, regardait tranquillement et avec envie les jeux des autres animaux. Mais voici venir la fée du paradis. Sa robe lance des rayons comme le soleil. Sur son visage brille le tendre sourire d'une mère qui contemple et admire son enfant. Elle est toute jeune et belle. Un groupe de jeunes filles l'accompagne et dans leurs cheveux on voit étinceler une étoile. Le vent d'Est lui donne la feuille de l'oiseau Félix et la fée, transportée de joie, prenant le prince par la main, l'introduit dans son château, dont les murs semblent tapissés de feuilles de tulipe bigarrées et dont le plafond d'une hauteur incommensurable n'est qu'une grande fleur rayonnante. Le prince s'étant approché d'une fenêtre, aperçut l'arbre de la science avec le serpent, et non loin de là Adam et Ève. N'ont-ils pas été chassés? Demanda-t-il. La fée sourit et lui expliqua comment le temps avait imprimé une image sur chaque carreau, et comment ces images, bien différentes des peintures ordinaires, étaient douées de la vie. Les feuilles des arbres y remuaient, les hommes allaient et venaient, comme dans une glace. Oui, tous les événements de ce monde se reflétaient ainsi dans les vitres en tableaux animés que le temps seul avait pu produire.
mort sonnaient mélancoliquement, les bergers chantaient dans le vallon. Ensuite, les bananiers étendirent leurs larges feuilles jusqu'à la barque. Des cygnes noirs nagèrent sur l'eau. Les animaux et les fleurs les plus bizarres se montrèrent sur la rive. C'était la Nouvelle-Hollande, la 5e partie du monde qui passait en présentant la perspective de ces montagnes bleues. On entendait les chants des prêtres et on voyait danser les sauvages au son du tambour et des tubes d'os. Vinrent ensuite les pyramides d'Égypte, touchant aux nus des colonnes et des sphinx renversés, à moitié enfouis dans le sable. Puis apparurent les aurores boréales des pays du pôle. C'étaient des feux d'artifice sans pareil. Le prince était ravi au-delà de toute expression. Il vit 100 fois plus de merveilles que nous ne pouvons en énumérer ici. Pourrais-je rester toujours ici? Demanda-t-il. Cela dépend de toi, répondit la fée. Si tu ne te laisses pas séduire comme Adam par ce qui est défendu, tu pourras y demeurer éternellement. Je ne toucherai pas aux pommes de l'arbre de la science, dit le prince. Il y a ici 1000 autres fruits aussi beaux. Éprouve-toi toi-même, reprit la fée, et si tu ne te sens pas assez fort, repars avec le vent d'Est qui t'a amené. Il va nous quitter pour 100 années. Toutes ces années-là, si tu restes, ne te paraîtront pas plus longues que 100 heures. Cela suffira bien pour la tentation et le péché. Chaque soir, en te laissant, je te crierai « Suis-moi ». Je te ferai signe de la main et tu devras rester en arrière. Autrement, tes désirs grandiraient à chaque pas. Tu visiteras la salle où se trouve l'arbre de la science. Je dors sous ses branches parfumées. Je t'appellerai. Mais si tu t'approches, le paradis s'engloutira sous la terre et tu l'auras perdu pour jamais. Le vent terrible du désert sifflera autour de ta tête. Une pluie froide et piquante t'écoutera de tes cheveux. La peine et la misère deviendront ton partage. Je reste, dit le prince. Le vent d'Est l'embrassa et dit « Sois fort. Dans 100 ans, nous nous reverrons. Adieu, adieu. » Puis il étendit ses larges ailes qui
il en triompha bien vite. Il n'y a pas de péché, se dit-il à suivre la beauté pour l'admirer. J'ai encore assez d'empire sur moi pour ne pas enfreindre la défense. La fée tira à elle quelques branches de l'arbre, et un moment après elle se trouva cachée entièrement. Je n'ai pas encore péché, dit le prince, et je n'ai pas l'intention de le faire. À ces mots, il écarta les branches. La fée dormait déjà et souriait en rêvant. Mais, comme il se penchait vers elle, il vit des larmes dans ses yeux. Ne pleure pas à cause de moi, être admirable, souffla-t-il. Ce n'est que maintenant que je comprends la félicité du paradis. Elle coule dans mon sang, elle envahit ma pensée. Je sens dans mon corps terrestre la force du chérubin et sa vie éternelle. Que la nuit pour moi soit éternelle désormais. Une minute comme celle-ci, c'est assez de bonheur. Et il essuya de ses baisers les larmes qui coulaient. En ce moment, un coup de tonnerre effroyable éclata. Tout s'écroula avec fracas. Le prince vit la belle fée, le paradis merveilleux, s'enfoncer peu à peu dans une nuit épaisse, jusqu'à qu'enfin ils ne parurent plus que comme une petite étoile dans le lointain. Un froid mortel pénétra tous ses membres. Il ferma les yeux et tomba par terre comme inanimé. Une pluie froide qui mouillait son visage et un vent piquant qui sifflait autour de sa tête me rappelèrent à lui. Qu'ai-je fait? S'écria-t-il en gémissant. J'ai péché comme Adam. Pour moi comme pour lui, le paradis est perdu. Et ouvrant les yeux, il vit au loin une étoile qui brillait comme la dernière lueur du paradis englouti. C'était l'étoile du matin qui apparaissait dans le ciel. Puis, jetant ses regards autour de lui, il se trouva dans la grande forêt, près de la caverne des vents. Il vit leur vieille mère assise à son côté. Elle paraissait